Deux mots sur le nouveau dispositif Grand Site Occitanie, puisqu'il est tout neuf, il démarre suite à l'appel à projet qui a eu lieu donc l'été dernier. Il y a eu donc une quarantaine de candidats qui ont été retenus, de sites patrimoniaux remarquables qui ont été retenus. Et pour différencier des grands sites Midi-Pyrénées précédents, avant nous avions identifié des pépites patrimoniales qui faisaient la notoriété de la région, et aujourd'hui nous sommes plus sur des concepts de projets de territoire autour des pépites patrimoniales. Donc on est dans un concept plus élargi qui amène des questions de gouvernance et d'implication des acteurs territoriaux, tourisme, environnement, culture, qui sont donc rassemblés de l'échelle locale jusqu'au service de l'État dans la stratégie à définir. Et donc on verra comment ça implique en effet des changements de pratiques, puisque quelquefois l'innovation, elle est effectivement en termes de production de nouveautés, mais aussi en termes de pratiques, de façon de travailler, qui est Ah bah reste à côté de moi Agnès quand même. Nous avons prévu de faire deux apports complémentaires, parce qu'on travaille beaucoup avec la direction de la culture. Même si les grands sites sont hébergés à la direction du tourisme, il reste une approche transversale, hein, tourisme, culture, politique territoriale, aménagement urbain. Donc les objectifs, dans les objectifs en tous les cas, à la fois de développer la notoriété de la région, de qualifier les équipements et de développer une dynamique de préservation et de valorisation du patrimoine, il y a bien sûr un enjeu qui est très fort avec la qualité, c'est l'innovation dans les nouvelles approches de valorisation. Alors, dans ce cadre-là, nous avons essayé, nous accompagnons en tous les cas les grands sites pour aller vers cette voie-là. Et pour cela, donc, je vais vous raconter quelques études de cas, donc après avoir posé quelques éléments de préambule. Donc une quarantaine de sites retenus, on ne va pas tous les lister ici, mais vous imaginez bien, pour les connaître, les grands noms que sont le Pont du Gard, Carcassonne, etc., Pic du Midi, enfin, et j'en passe. Il y a à la fois une dizaine de grands sites dans les villes, dans la ruralité, dans les montagnes, dans le littoral. On a une répartition géographique assez intéressante, et aussi des sites qui sont à la fois impactés par les labels Grand Site Occitanie, UNESCO, ville ou UNESCO itinérance sur Saint-Jacques-de-Compostelle ou Canal du Midi, mais aussi des grands sites de France qui vont apporter un volet complémentaire au niveau de la médiation culturelle et du tourisme dans leur approche Grand Site de France. Alors, il y a aussi un dispositif financier qui a été voté en février et qui permet d'accompagner les investissements qui sont liés à ces nouvelles approches attendues, donc tant sur la qualification que sur l'innovation. Donc on intervient par exemple sur des espaces d'interprétation dans les offices de tourisme pour qu'ils aient une valeur ajoutée par rapport aux offices de tourisme aujourd'hui qui se posent un peu des questions, des positionnements, puisqu'en effet maintenant les publics s'adressent beaucoup aux outils numériques pour avoir des informations. Donc nous essayons justement de faire travailler ensemble les acteurs patrimoniaux et touristiques sur les contenus de ces espaces d'interprétation pour raconter leurs grands sites et leurs territoires. Et puis d'autres dispositifs aussi qui peuvent solliciter des approches innovantes dans des réalisations, donc des requalifications de parcours de visite, mais également dans les aménagements urbains. Et par ailleurs, nous accompagnons aussi les entreprises touristiques sur un volet innovant qui s'appelle le Pass Tourisme. Là, c'est donc un autre service qui va les aider à qualifier leur équipement. Alors, juste, c'est la raison pour laquelle on intervient en duo avec Agnès, si tu veux bien revenir, parce que, en effet, il y avait l'innovation dans le cadre du schéma régional du tourisme, à la direction du tourisme, et puis il y a l'innovation qui est aussi portée par la direction de la culture. Et nous, on a décidé de travailler ensemble, puisque le jour où on arrivera à décloisonner aussi tout ce petit monde, on aura fait un grand pas. Et donc, il se trouve qu'avec Agnès Lemay, on a une culture
culture commune et on a proposé une fiche action dans le cadre du schéma régional de la culture qu'elle va vous raconter aussi juste après moi, et qui consiste en effet à se servir des grands sites Occitanie comme un laboratoire pour avancer sur ces nouvelles approches. Alors, par rapport à cet enjeu, je te propose juste de développer ce point. Je prends rapidement la parole sur ce point et je y reviendrai dans quelques instants. Mais effectivement, le fait de faire se croiser à la fois la culture et le tourisme, ça apporte une ambition de qualité vers laquelle nos deux stratégies ont convergé. Et donc cette mise en relation des acteurs de la région avec ces grands réseaux, ainsi qu'il est marqué, ça sera une véritable avancée pour pouvoir permettre de mettre en relation la qualité de la production artistique en Occitanie et la qualité des sites qui ont été choisis sous le label Grand Site Occitanie. Les noms ici cités sont Réseau en Scène, l'Agence régionale du cinéma, le Fonds régional d'art contemporain, Institut patrimoine et art contemporain. Voilà quelques-uns des acteurs que la convergence de nos deux stratégies permettent de mettre en avant et de faire se rencontrer ces deux mondes. Voilà. Alors, effectivement, il s'agira de mettre en lien ces acteurs, parce que moi, je crois beaucoup dans l'innovation à la transversalité des approches et au croisement des disciplines. Notamment, quand on est dans un musée, effectivement, et vous l'avez déjà pratiqué longuement ici, le croisement des différents apports des sciences humaines dans une lecture d'un objet ou d'une histoire, mais également le croisement entre artistique, ludique, numérique. Moi, c'est ma petite tasse de thé préférée, qui fait qu'on prend en compte des attentes différentes des visiteurs. Donc, pour certains qui ont juste envie d'un moment de plaisir, d'autres qui ont envie de se nourrir d'une façon plus approfondie. Et ça permet, j'apprécie énormément ce que vous avez fait ici au muséum, Maud Dalem s'y est beaucoup impliquée, ce nouveau parcours que vous allez découvrir, le système qu'on appelle GIDE, alors je ne sais pas quel nom marketing vous allez lui donner, mais en tous les cas, on est là dans la construction d'une base de données très intéressante qui a fait bouger les approches des scientifiques aussi pour faire ce travail de médiation numérique et qui permet vraiment d'avoir des contenus appropriés en fonction des attentes et qui permet de rendre vivants des objets inanimés par une brillante intervention de Francis Duranton sur une baleine ou d'autres exemples de ce genre qui fait que ça devient vraiment vivant et attractif. Mais en tous les cas, c'est vers ça que l'on propose au lieu de visite de tendre, parce qu'en effet, plutôt que de juste penser à un outil numérique, une application, on pense production de données qui après peuvent s'adapter aux outils, mais on ne pense pas outils d'abord. Et ce travail-là, on essaye d'encourager les sites à le faire, et notamment dans les parcours de visite, il est vrai qu'on accompagne un certain nombre de projets avec des cabinets d'études. Donc, on a pas mal d'études de programmation, de gros projets au Château de Foix, au Pic du Midi, à Marciac ou ailleurs. Et effectivement, la difficulté aussi, dans ce cadre-là, c'est à la fois de faire changer les pratiques des acteurs porteurs de projets pour quand ils n'ont pas ces orientations dès le démarrage. Ce n'est pas le cas des trois sites que je viens de nommer, mais à la fois les cabinets d'études aussi, parce que très souvent, les cabinets d'études nous font des propositions de muséographie assez classiques, je dirais, et donc on doit un peu les booster pour les inciter à ces nouvelles approches. Alors, c'est vrai que dans un parcours de visite, au-delà de l'outil numérique, en effet, qui est vraiment très intéressant pour ces bases de données qui, en plus, peuvent être accessibles au plus grand nombre, parce qu'on peut les traduire, on peut les adapter au public, aux personnes handicapées. Enfin, il y a un certain nombre de services pour les enfants aussi. Vous allez découvrir l'outil au Jacobin qui est très, très bien fait pour les enfants, qui a été fait en plus avec une psychologue qui a vraiment apporté aussi son regard à Marie Bonabel, conservatrice des Jacobins, qui a fait ce très beau travail. Et au-delà de ces outils numériques, on est aussi beaucoup en attente d'approches immersives qui font véritablement vivre une expérience. Et à ce propos-là, vous avez entendu parler des
polémique sur le projet de Culture Espace en ce moment à Paris, qui reprend l'idée des Baux de Provence dans les carrières. On était dans une approche numérique immersive. On voit en tous les cas cette tendance se développer, pas forcément à partir de tableaux comme c'est le cas de ce concept Culture Espace, mais notamment au Canada, on voit beaucoup de projets qui font vivre des comédiens et qui... donc le travail des comédiens propose un scénario et ce scénario est repris dans les outils numériques. Alors c'est ce qu'on va tenter de faire à Marciac pour vous donner 2 exemples concrets et je passe la parole à Agnès. 2 exemples concrets. Donc à Marciac, c'est une compagnie d'art vivant qui va intervenir, qui va donc s'inspirer de la mémoire du jazz et qui va créer un parcours qui va être joué par les comédiens sur cette mémoire du jazz. Donc il est en résidence d'artiste en ce moment. Et à partir de là, il va y avoir une consultation d'entreprise numérique pour faire en sorte que ce parcours, une fois qu'il sera joué par des comédiens un soir, devienne un parcours de visite permanent numérique à partir d'une production artistique. Donc c'est ce croisement des approches qui nous paraît intéressante et qui change un peu de l'éternelle incontournable appli que l'on peut faire sur un parcours de visite avec une photo, un texte, voilà, et qui est peu consulté finalement quand on regarde les modes de consultation des applis. On en utilise une dizaine en France en général et puis ça s'arrête là. Donc ça c'est le premier exemple. Et pour terminer, un autre exemple d'approche immersive qui est en cours de production au Pic du Midi, où là, en effet, c'est le parcours, comme vous le savez, de cette relation tertielle entre la Terre et les étoiles, et on essaye d'aller aussi vers des approches immersives qui font vivre une expérience aux gens, et d'autres contenus sont apportés dans les tablettes, etc., dans les tables numériques, au-delà de cette expérience. Pour terminer, je dirais juste que, en tous les cas, la plus forte expérience que j'ai pu avoir en approche immersive, en ce qui me concerne, c'est au Japon, où ils sont extrêmement forts sur ce sujet. Sur les îles à côté de Takamatsu, il y a des projets d'art contemporain immersifs dans des lieux de visite où vous allez voir un tableau de Monet en mettant des petites pantoufles pour être vraiment, ils vont dans les moindres détails, je veux dire, pour vraiment avoir une approche tactile avec le sol, etc. Tout est conçu dans les moindres détails pour avoir son corps qui vit une expérience. Et cette expérience-là, 1 an après, elle est encore imprégnée dans mes cellules. C'est vraiment une expérience très, très intéressante.